Commençons par la Corée du Sud. Juste un petit récapitulatif pour le public, d'accord? Parce que j'ai principalement lu les médias chinois. C'est partout dans les médias chinois. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est très très suivi de près. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, les médias occidentaux disent que c'est sorti de nulle part, que le président a simplement émis un ordre de loi martiale. Mais ce n'est pas sorti de nulle part. Il avait beaucoup de problèmes avec le Parlement parce qu'il n'a pas la majorité des sièges au Parlement. La majorité lui a rendu la vie difficile depuis un certain temps. Ils ont bloqué plusieurs de ses propositions législatives et même destitué certains de ses membres du cabinet. Je pense que la goutte d'eau, d'après les médias chinois, c'est que le mois dernier, le Parlement a adopté une proposition pour enquêter sur sa femme pour corruption et il a opposé son veto. Puis récemment, ces derniers jours, il a décidé que cela ne fonctionnerait pas cette fois-ci car apparemment ils vont faire une autre proposition et cette fois il pourrait avoir les 2/3 des voix. Donc il ne pourra pas la bloquer cette fois-ci. C'est à ce moment-là qu'il a déclaré la loi martiale. Il n'aurait pas dû. Et c'est ce qui a déclenché tout le reste. Je pense que vous le savez tous. Alors, quel est votre avis sur l'ensemble de la situation en termes de son échec avec cette loi martiale? Il a pratiquement tout misé là-dessus. Alors, quel est votre avis sur l'ensemble de la situation? D'accord. Eh bien, je suis content que tu m'aies dit tout cela, parce que en regardant les événements se dérouler hier, je me disais, souviens-toi, j'ai vécu un coup d'État. Je veux dire, je connais beaucoup de choses sur les coups d'État. J'en ai réellement vécu un, et j'ai suivi les coups d'État toute ma vie, parce que, évidemment, ayant vécu un coup d'État, tu t'intéresses toujours à quelque chose comme ça. Il était impossible que ce soit simplement une décision impulsive. Le point est que deux choses ont révélé que ce n'était pas une décision impulsive. Premièrement, il avait clairement le soutien de certaines personnes au sein de l'armée. Le ministre de la Défense était un ami à lui. Il était clairement impliqué dans la décision, tout comme le chef d'état-major de l'armée. Et ces personnes, ces officiers supérieurs, ont pu trouver une unité militaire qu'ils ont pu déployer contre le Parlement afin de disperser le Parlement et d'arrêter les dirigeants de l'opposition. Cela ne peut se produire que lorsqu'il y a une planification préalable. Je veux dire, si le président se contente d'aller à la télévision et d'annoncer qu'il va y avoir la loi martiale sans avoir consulté qui que ce soit, alors vous ne verrez pas de mouvement de troupes et de déploiement de troupes de cette manière si rapidement. Donc, clairement, cela avait été décidé à l'avance. L'autre signe que cela avait été décidé à l'avance est que toutes sortes de personnes importantes qui auraient dû être consultées à propos de ce décret ne l'ont manifestement pas été. Le Premier ministre en était un, apparemment, et les dirigeants du propre parti du président en étaient d'autres. Maintenant, cela ne suggère pas une décision impulsive. Au contraire, cela montre que le président parlait à des personnes en qui il avait confiance et excluait celles en qui il n'avait pas confiance. Et cela indique également un certain degré de préparation préalable. Encore une fois, permettez-moi de répéter une fois de plus, j'ai de l'expérience avec ces choses. J'ai une expérience personnelle avec ces choses. Et le troisième indice, si c'en est un, et je pense que c'en est un, est le comportement très intéressant des États-Unis. Maintenant, les États-Unis, bien sûr, lorsque des événements se produisent qu'ils désapprouvent, sont très rapides à se plaindre et à protester. Ils protestent contre ce que fait le gouvernement géorgien en ce moment en Géorgie, ce qui est très peu en fait. Juste maintenir la police dans les rues pour qu'ils ne saccagent pas le bâtiment du Parlement. En gros, c'est tout ce que fait le gouvernement géorgien. Ici, nous avons un président qui annonce la loi martiale sans prévenir. Il ne donne aucune raison réelle,
aucune explication claire sur pourquoi il prend cette décision. Il fait des allégations complètement folles selon lesquelles l'opposition est de mèche avec la Corée du Nord, ce que je ne pense pas que quiconque prenne au sérieux. Il envoie des troupes au Parlement, menace d'arrêter les dirigeants de l'opposition, prévoit de fermer des journaux et a l'intention d'interdire les grèves. Il va faire toutes ces choses draconiennes. Et que font les États-Unis? Se plaignent-ils? Protestent-ils? Gardez à l'esprit que tout ce que les États-Unis disent en Corée du Sud aura un effet énorme à l'intérieur de la Corée du Sud. Menace-t-il de sanctionner le président? Menace-t-il de sanctionner le ministre de la Défense et le chef d'état-major? Non, il ne fait rien. Il se contente de rester en retrait, d'exprimer son inquiétude, d'appeler tout le monde à faire preuve de retenue, et bien sûr, de dire à tout le monde qu'il soutient pleinement la Corée du Sud, et qu'il la soutiendra quoi qu'il arrive, ce qui est une manière en fait de dire qu'ils soutiennent le président. Maintenant, je dois dire, en écoutant cela, et encore une fois, je suis très habitué à écouter les Américains et comment ils réagissent à des événements de ce genre. Je pense qu'ils ont été avertis. Je suis sûr qu'ils l'ont été, en fait. Oui. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Les médias chinois, je veux dire. Comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de discussions. Certaines personnes suggèrent même qu'une partie de la raison pour laquelle il est si enhardi est que Hunter Biden a été gracié par son père. Oui. Donc dans son esprit, d'accord, vous pouvez gracier votre fils. Eh bien, je peux protéger ma femme. Ce n'est en fait pas seulement sa femme, mais la famille de sa femme. Et en ce qui concerne les accusations de corruption, je pense qu'il y a beaucoup de preuves. Il semble qu'il y ait une certaine validité à cela. Ce n'est pas juste un coup politique, parce que je veux dire, regardez sa femme. Elle a subi de la chirurgie esthétique, vous savez, plusieurs fois, et porte tous ses sacs coûteux et ses vêtements chers. Cela ressemble à quelqu'un qui a une habitude très coûteuse. Et ce n'est pas seulement elle, mais sa mère et son frère semblent d'une manière ou d'une autre impliqués. Donc les gens disent, eh bien, il a été enhardi et inspiré peut-être par Biden graciant son fils. Quelle est votre opinion là-dessus? Eh bien, qui sait? Je veux dire, pour moi, ça semble un peu tiré par les cheveux. Je vais supposer que cela a été préparé depuis plusieurs semaines, en fait. Je ne pense pas que ça soit sorti de nulle part, donc probablement avant que la grâce ne soit accordée. Mais alors, qui sait? Je veux dire, il est clairement très très proche des Américains. Donc il se peut qu'il se soit dit que si les Américains sont prêts à protéger le fils de Biden, eh bien, vous savez, pourquoi ne devrais-je pas protéger ma femme de la même manière? Je veux dire, je ne serais pas surpris si c'est la réflexion de cette personne. Une chose qu'il a en commun avec Biden, d'ailleurs, c'est qu'il a remporté la présidence en se présentant comme l'opposant résolu et héroïque à la corruption, qu'il était le premier procureur à avoir engagé des poursuites contre toutes sortes de fonctionnaires corrompus, qu'il était le plus intègre des intègres. Et bien sûr, il s'avère que c'est autrement. Et bien sûr, ce n'est pas si différent avec Biden, qui est la personne qui défend la loi, qui a de profonds sentiments de principe à propos de toutes ces choses, et qui, il s'avère, est la personne qui va gracier son fils profondément corrompu. Donc, il y a certainement des parallèles à faire. Eh bien, je suis surpris qu'il n'ait pas encore démissionné. Je ne pense pas qu'il puisse continuer après cela. Qu'en pensez-vous? Va-t-il être destitué? Eh bien, je pense qu'il va être destitué. Et je pense que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il sera démis de ses fonctions. Je ne peux pas imaginer qu'après un événement de ce genre, alors qu'il est absolument clair que l'ensemble de la société sud-coréenne est maintenant solidement opposée à lui, et maintenant qu'il est également devenu clair que la plupart des forces armées, finalement, n'étaient pas prêtes à le soutenir.
Je veux dire, il ne peut évidemment pas rester président. C'est absurde. Il a cherché à dissoudre le Parlement, à arrêter les dirigeants de l'opposition, à déclarer la loi martiale et à imposer en fait une sorte de dictature présidentielle. Vous ne pouvez pas rester président après quelque chose comme ça. Vous avez tout à fait raison. Il aurait dû démissionner à ce jour. Peut-être le fera-t-il, peut-être au cours des prochaines heures le fera-t-il. Mais c'est incroyable. Cela en dit long sur le genre de personne qu'il essaie encore de s'accrocher malgré tout ce qui s'est passé. La résidence présidentielle sud-coréenne est appelée la Maison Bleue parce que le toit est couvert de tuiles bleues. Et il y a un dicton selon lequel il existe une malédiction de la Maison Bleue parce que les présidents sud-coréens, semble-t-il, après la Seconde Guerre mondiale, se retrouvent tous, d'une manière ou d'une autre, dans des ennuis. Il y a eu des assassinats, des coups d'État et des emprisonnements. Plusieurs d'entre eux ont été emprisonnés pour diverses accusations et bien sûr, il y en a aussi un qui s'est suicidé. Donc c'est un travail très dangereux d'être président de la Corée du Sud, n'est-ce pas? Et pourquoi cela? Absolument. Très, très bonne question. Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je veux dire, la première raison évidente est que les 3 premiers présidents de la Corée du Sud, enfin au moins le premier, je veux dire les 4 premiers présidents, mais vraiment les 3 premiers, Syngman Rhee, Park et Chun Doo-hwan, étaient tous des dictateurs de divers types. Et être un dictateur est toujours une chose risquée à la fin de la journée. Et ils étaient des dictateurs violents et très cruels, chacun à leur manière. Donc, il y a ce passé avec eux. Et je pense que ce qui s'est passé depuis, c'est que, bien que la Corée du Sud soit de nom une démocratie, c'est une démocratie dans laquelle le peuple sud-coréen n'est pas vraiment en contrôle du pays. Ce n'est pas un État souverain. C'est un pays où il y a d'autres maîtres. Tout d'abord, les États-Unis jouent clairement un rôle énorme dans la politique et la politique en Corée du Sud. Et l'autre chose est que pendant les longues années de dictature et jusqu'à aujourd'hui, un énorme État profond a été établi en Corée du Sud. Tout un appareil de services secrets, d'agences de renseignement, de militaires et de personnes de sécurité. Et bien sûr, ils exercent également une énorme influence en coulisses. Le résultat est donc un système politique très limité et corrompu qui, même si la société sud-coréenne dans son ensemble semble très stable, le système politique au plus haut niveau ne l'est pas. Oui, et cela l'explique probablement, car en Corée du Sud, ils protestent toujours. Et je me demande si cela a quelque chose à voir avec le fait que les gens ne sont pas réellement aux commandes. D'accord. Donc ils sont frustrés, alors ils sortent simplement et manifestent après manifestation. Mais cela ne change vraiment rien d'autre que de sortir pour protester. Cela n'atteint pas le résultat final, qui est que les gens veulent contrôler le gouvernement. D'accord. Ça l'explique. Eh bien, ce n'est pas seulement que le peuple n'a pas le contrôle du gouvernement, mais que le gouvernement sud-coréen n'est pas situé à Séoul. Il est finalement situé à Washington. Ainsi, la Corée du Sud, le peuple coréen, a mené une guerre très très longue, une lutte pour son indépendance, pour sa liberté, pour la capacité de la Corée à façonner son propre avenir. Si vous êtes allé en Corée du Sud, je l'ai fait d'ailleurs. C'est un pays asiatique que je connais assez bien. Vous saurez à quel point les sentiments sont forts concernant l'occupation japonaise. À quel point les sentiments sont forts concernant les Américains d'ailleurs. Je veux dire, les Américains sont loin d'être universellement aimés en Corée du Sud. Et ce sentiment qu'ils ne contrôlent pas vraiment leur propre pays, malgré la taille de l'économie, la sophistication de la société et la stabilité sociale apparente,
est très profond. Et il y a toujours cette inquiétude qu'il existe toutes ces forces puissantes en coulisses que les Sud-Coréens ne peuvent pas vraiment contrôler. Et bien sûr, au-delà de cela, il y a le sentiment de longue date que la Corée est divisée. Il y a des questions sur la légitimité du système politique en Corée du Sud elle-même. Maintenant, vous savez, encore une fois, c'est quelque chose qui va être très controversé pour beaucoup de gens en Occident. Mais si vous connaissez l'histoire coréenne, je veux dire, vous saurez que les personnes qui ont mené la résistance contre les Japonais au sein même de la Corée étaient celles qui ont finalement établi la République populaire démocratique de Corée au Nord. Les personnes qui ont mis en place le système en Corée du Sud étaient celles qui ont généralement collaboré avec les Japonais. Donc, cela, je pense, explique en partie pourquoi le gouvernement en Corée du Nord est fort, malgré tous ses nombreux problèmes, faiblesses, excentricités et problèmes économiques. C'est parce qu'il est perçu comme ayant une légitimité générale, parce qu'il a lutté pour l'indépendance de la Corée. Les personnes qui l'ont créé, Kim Il-sung et sa famille, ses amis, ont réellement combattu et lutté pour l'indépendance coréenne. Alors qu'en Corée du Sud, il y a une préoccupation générale, un sentiment que leur propre système politique, malgré tous les accomplissements du pays, n'est pas légitime de la même manière. C'est profondément différent d'ailleurs de la situation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. En Allemagne, la plupart des Allemands estimaient que la légitimité se trouvait à l'Ouest plutôt qu'à l'Est. En Corée, ce n'est pas le cas. Il y a une croyance répandue parmi certains Coréens. Si vous allez en Russie, les Coréens en Russie, absolument. Je crois que de nombreux Coréens au Japon voient également la légitimité davantage au Nord. Oui, je veux dire, le président Yoon a un taux d'approbation très bas. C'est en partie la raison pour laquelle il a échoué cette fois-ci. Il n'avait que 17%, ce qui me fait penser que c'est un peu insensé de sa part de faire ce genre de coup, n'est-ce pas? Quand il a un taux d'approbation si bas, il provoquerait presque un coup d'État. Normalement, un coup d'État est contre le président, mais il en fait un contre le Parlement, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, l'une des choses qui l'ont rendu si impopulaire, c'est parce qu'il s'aligne tellement avec les États-Unis au point qu'il essaye même d'oublier ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le Japon, ce qui irrite beaucoup le public, n'est-ce pas? Il semble donc ne pas avoir une bonne perception des sentiments du peuple et du pouls du pays, n'est-ce pas? Absolument correct. Je veux dire, il veut une alliance. Il a forgé une alliance avec le Japon contre la Chine parce que les Américains le lui ont dit. Et je veux dire, cela va inévitablement être très controversé pour les gens en Corée du Sud. Encore une fois, comme je suis allé en Corée du Sud, j'ai vu les sentiments que les gens en Corée du Sud ont à propos du Japon et de cette histoire. Donc c'est intéressant. Cela ne sera jamais populaire là-bas. J'ai aussi vu, d'ailleurs, les sentiments que les Sud-Coréens ont, que les gens sud-coréens ont à propos de la Chine. Et je vais dire ceci aux téléspectateurs chinois. Oui, ils sont nerveux à propos de la Chine parce que la Chine est le colosse de la région. Je veux dire, c'est... Mais en parallèle, on ne peut pas éviter l'influence omniprésente de la Chine en Corée du Sud. Toute la culture est construite autour de la Chine. Et vous savez, il y a donc un sentiment très différent là-bas. Je pense qu'il y a une autre chose qui s'est produite, et c'est un problème récurrent depuis les dernières semaines. Je ne serais pas surpris moi-même si cela avait joué un rôle dans ces événements récents, à savoir bien sûr que le président Yoon a également été très désireux d'envoyer des armes en Ukraine. Les Américains ont voulu qu'il le fasse. Il y a eu ce récit sur les troupes nord-coréennes dans la région de Kherson. France 24 en a fait une analyse.
Ils ont dit, vous savez qu'ils n'ont pas vraiment trouvé de preuves de cela. Les photos et les films et tout cela n'ont vraiment rien donné. La BBC a interviewé des soldats ukrainiens et ils ont dit, eh bien, nous n'avons pas encore trouvé de soldats nord-coréens. C'est difficile de les trouver, surtout s'ils ne sont pas là. C'est ce qu'un soldat ukrainien a réellement dit. Donc tout ce récit sur les soldats nord-coréens à Kherson a été monté et il a été utilisé pour essayer de pousser la Corée du Sud à aller à l'encontre de ses propres lois pour exporter des armes vers l'Ukraine. Et c'est très controversé en Corée du Sud. L'opposition était fortement opposée et le public sud-coréen était massivement opposé. J'ai vu des sondages d'opinion montrant plus de 80% d'opposition. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment envoyer des armes à l'Ukraine, c'est votre priorité. Comment le faites-vous? Comment contournez-vous le fait que c'est illégal? Comment contournez-vous le fait que le Parlement s'y oppose et que le peuple s'y oppose? Eh bien, vous établissez une dictature. Et de cette façon, vous le faites. Je ne dis pas que c'était la raison pour laquelle cela s'est produit, mais vous pouvez voir, encore une fois, que lorsque le dirigeant d'un pays, votre pays, est plus loyal et plus engagé envers les politiques d'un autre pays, alors évidemment, cela va créer des conflits et des tensions au sein de votre pays, entre le peuple et l'ancien dirigeant. Et tôt ou tard, cela va éclater en crise. Oui. Et aussi, je pense que les gens sont très en colère contre lui parce que sa politique d'être si proche des États-Unis n'apporte rien à la Corée du Sud. Comme la loi CHIPS, ils n'en ont pas beaucoup profité. En fait, quand les États-Unis ont dit « OK, vous ne pouvez pas vendre ces puces à la Chine », les États-Unis ont en réalité permis à Nvidia, par exemple, de créer un produit séparé pour le marché chinois. Ils n'ont pas permis à la Corée du Sud de faire quelque chose de similaire. Ils ont essentiellement interdit à la Corée du Sud de vendre, ce qui est une grande industrie pour la Corée du Sud. Et maintenant, Trump est élu, et Trump a clairement indiqué qu'il allait imposer des tarifs à l'étranger, pas seulement contre la Chine, mais aussi contre la Corée, etc. Donc, les gens se posent des questions. Je veux dire, si j'étais sud-coréen, je me demanderais, vous savez, vous abandonnez nos souverainetés et ceci et cela. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? D'accord. Oui. Quel est le bénéfice pour la Corée du Sud? D'accord. Eh bien, exactement. Exactement. Mais cela, je veux dire, le président incarne un problème sous-jacent en Corée du Sud et dans la société sud-coréenne, à savoir que le pays n'est pas souverain. Et les États-Unis, lorsqu'ils se considéraient comme la seule et unique superpuissance, étaient prêts à accorder une certaine marge de manœuvre à des pays comme la Corée du Sud et l'Allemagne, qui n'étaient pas pleinement souverains. Maintenant, se sentant sous pression, ils resserrent le contrôle. C'est pourquoi cela ne les empêche pas de vendre des puces à la Chine ou de maintenir des liens économiques avec la Chine, alors que la Chine est, à ma connaissance, de loin le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud aujourd'hui. Cela crée donc toutes sortes de tensions et de crises au sein de la société. Et tant mieux pour les Sud-Coréens, je dois dire. Je veux dire, ils ont défendu l'intégrité de leur constitution et leur souveraineté. Et peut-être que nous commencerons à voir un changement. Il semble y avoir plus de discussions et de critiques sur ces sujets en Corée du Sud qu'en Allemagne, ce qui est intéressant. Oui. Et une autre chose, encore une fois, en Chine, nous parlons beaucoup de l'importance des épouses pour les personnalités politiques. Donc, dans ce cas, bien sûr, c'est sa femme qui a apporté tous ces ennuis pour lui, mais je me souviens, là où je suis en Virginie, nous avions un gouverneur assez décent, qui était considéré comme une étoile montante du Parti républicain, Bob McDonnell, et puis il a eu des ennuis, je pense plus ou moins,
parce que sa femme était aussi un peu avide, vous savez, acceptant des cadeaux coûteux, et cela l'a mis dans le pétrin. Un exemple, pendant un Noël, il a reçu un cadeau de sa femme, qui était une montre très chère. Et il a même dit, « Pouvons-nous nous permettre cela ?» Vous savez, il était donc pleinement conscient que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait se permettre. Mais la femme l'a obtenu d'une manière ou d'une autre de quelqu'un d'autre ou de gens d'affaires. Et puis, bien sûr, à Taïwan, ils ont également eu auparavant un président, Chen Shui-bian. Il a eu des ennuis aussi parce que sa femme était corrompue et l'a fait tomber d'une certaine manière. Alors, que dites-vous de cela? Les épouses sont très importantes pour les politiciens, surtout s'ils ont de grandes ambitions. Absolument. Et ils ne le font pas dans de nombreux endroits maintenant. En Grande-Bretagne aussi, d'ailleurs. Cela se passe également en Grande-Bretagne. Ils ne les contrôlent pas. Et il ne faut pas blâmer les épouses, car le fait que cela se produise est aussi un signe de la faiblesse des politiciens eux-mêmes. Vous dites simplement à votre femme, « Écoute, je suis désolé, je ne gagne pas ce genre d'argent. Nous ne pouvons pas nous le permettre. J'ai ma vocation. Je suis l'homme que tu as épousé. Si tu m'aimes, tu comprendras cela. » Et je pense que la plupart des femmes respecteraient cela, en fait. C'est mon propre sentiment, de toute façon. Et sa femme faisait apparemment aussi partie du scandale. Il était également très impliqué dans ces affaires. Il y avait des enregistrements révélant qu'elle donnait des ordres sur la façon de rendre son mari plus populaire dans les sondages, comment truquer tous les différents sondages pour montrer qu'il est plus populaire. Il y a des choses comme ça. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de discussions intéressantes en Chine à ce sujet. Bon, parlons du pardon de Hunter Biden par Biden. Honnêtement, il l'a gracié lui-même. Ce n'est pas si surprenant. Et beaucoup de gens disent, eh bien, c'est le père, vous savez. Bien sûr, je comprends cela. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il ne le ferait pas. Il l'a simplement répété encore et pas seulement lui, mais aussi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle l'a dit plusieurs fois également. Oui, je ne crois pas qu'il ait simplement décidé cela. Je pense qu'au moment où Hunter Biden a été reconnu coupable, il a décidé de le faire. Je pense qu'il le savait depuis le début. Mais pourquoi disait-il cela de manière si décisive et répétée aux gens, alors qu'il n'avait aucune intention de le faire? Parce que Joe Biden est un menteur compulsif. C'est la première chose à dire. Je veux dire, il a menti toute sa vie politique, et il le fait de manière incessante et continue. Et il n'a eu jusqu'à présent aucune incitation à arrêter de le faire, parce que cela a toujours fonctionné pour lui. Les médias l'ont constamment couvert. Comme vous l'avez dit correctement, diverses personnes ont compté le nombre de fois où il a été nié qu'il accorderait une grâce à Hunter. Et ils ont compté au moins 10 fois où ce déni a été fait, soit par lui, soit par Karine Jean-Pierre. Donc, il l'a nié. La dernière fois que cela a été nié, c'était en novembre, il y a seulement quelques semaines. Et je suis d'accord avec vous d'ailleurs, que dès qu'il est devenu clair que Hunter allait être poursuivi, il avait toujours l'intention de gracier Hunter à la fin. Mais il semble que les premières discussions sérieuses à ce sujet ont commencé en juin, il y a des mois, bien avant que la plupart de ces dénégations ne soient faites. Donc, il mentait toujours. Il mentait constamment à ce sujet. Et d'ailleurs, il a continué à mentir dans la déclaration qu'il a faite lorsqu'il a gracié Hunter, parce qu'il a dit, vous savez, c'est une poursuite vindicative. Vous savez, c'est absolument faux. Il a été poursuivi de manière sélective, et c'est pourquoi je le fais.
prosecuted, and this is why I'm doing it, and I've always believed in, the rule of law and all Et j'ai this. toujours cru en l'état de droit et toutes ces choses, ce qui est un non-sens absolu. Je veux dire, quand on suit ce qui s'est passé pendant qu'il était président, c'est tellement en contradiction avec la vérité que, encore une fois, cela ne peut être qu'un mensonge. Si Biden avait été un homme honnête et s'était présenté en disant « Regardez, je comprends que cela est contraire à ce que j'ai dit. Cependant, j'aime mon fils. Je me suis retrouvé dans une position où je devais soit rester en retrait, avec une réelle possibilité que mon fils aille en prison, soit intervenir en tant que père pour le protéger. Et je vais faire le second, parce que je dois assumer une certaine responsabilité pour avoir fait de mon fils ce qu'il est. Quelque chose ça. Eh bien, beaucoup de gens auraient quand même été en colère, mais beaucoup d'autres auraient compris et auraient eu plus de sympathie pour lui qu'ils n'en ont. Mais il ne va pas faire ça parce qu'il est Joe Biden. Il va simplement mentir et prétendre que tout ce qu'il fait est cohérent avec tout ce qu'il a dit et fait, et qu'il est le grand homme de principe et d'intégrité, ce qu'il n'est évidemment pas. Oui. Et ensuite, la Chine a raison parce que la Chine l'a souligné plusieurs fois, n'est-ce pas? Vous dites une chose et ensuite vous retournez faire autre chose. Vous savez, c'est... Oui, absolument. C'est un très bon point, en fait. Un très très bon point. Il ment à la Chine. Il ment à Xi Jinping. Les Chinois lui ont dit cela en face. Et maintenant, nous voyons comment il ment et a menti au peuple américain. De plus, beaucoup de gens ont prêté attention parce que cette grâce couvre 10 ans, du 1er janvier 2015 jusqu'à la fin de cette année. Donc c'est une période de 10 ans, même si les deux condamnations de Hunter Biden ont eu lieu en 2016 et 2018. Il y a donc beaucoup de spéculations sur la raison de cela, et je pense que je suis d'accord avec beaucoup de gens qui disent que Biden se couvre en réalité lui-même. Mais nous savons tous ce qui s'est passé en 2014, n'est-ce pas? Et ce qui s'est passé en Ukraine. Il pourrait donc y avoir des choses que Hunter Biden a faites à cette époque qui, si elles continuent d'être investiguées, pourraient éventuellement le mener à lui. Pensez-vous que c'est aussi une possibilité? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque possibilité à ce sujet. Je pense que c'est une certitude, en fait. Pourquoi choisir autrement le 1er janvier 2014? 2014, c'est quand le coup de Maïdan a eu lieu, quand Biden, en tant que vice-président, est devenu le proconsul de facto de l'Ukraine, prenant, vous savez, des instructions occasionnelles du président à Washington, qui s'appelait Barack Obama. Quand son fils a rejoint le conseil d'administration de Burisma, il a été payé $1 million par an, apparemment pour faire. Eh bien, personne n'a encore été capable de déterminer exactement ce qu'il faisait. Tout le monde sait que c'était pour fournir protection et patronage à l'oligarque corrompu qui dirigeait Burisma. Il a étouffé l'enquête sur Burisma, a fait limoger le procureur qui enquêtait sur Burisma et l'a remplacé par un autre homme. Toutes ces choses, bien sûr, c'est la raison. Et bien sûr, ce $1 million que Hunter recevait, eh bien, il est finalement allé à la famille Biden. Et parmi les bénéficiaires se trouvait le père. En fait, c'était la preuve clé qui se trouvait dans l'ordinateur portable, car l'ordinateur portable a établi de manière concluante, à mon avis, que Hunter Biden entreprenait bon nombre de ses pratiques en Ukraine, principalement avec certaines personnes en Chine, mais aussi dans toutes sortes d'autres endroits à travers le monde. Il agissait en tant qu'agent de son père. C'était un système dans lequel Biden lui-même, par l'intermédiaire de son fils, monétisait sa fonction élective. C'était profondément corrompu.
Je veux parler un peu de Trump. Trump, bien sûr, profite beaucoup de cette opportunité en disant que Biden est corrompu et des choses comme ça. Mais je dois dire que lui-même, le choix de Charles Kushner, le père de Jared Kushner, pour être l'ambassadeur en France, je sais pas, je n'aime pas trop. Je ne suis pas impressionnée par ça non plus, parce que Charles Kushner a été condamné pour, je pense, évasion fiscale, et il l'a gracié la dernière fois à la fin de son mandat en tant que président. Et maintenant, non seulement il l'a gracié, mais il l'envoie aussi en France pour être ambassadeur. Et dans une moindre mesure, il a également choisi un autre beau-père, celui de Tiffany, pour être le conseiller principal pour le Moyen-Orient. Donc il est aussi très impliqué dans les affaires des membres de la famille. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas particulièrement impressionnée par ça. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Et regardez le changement qui s'est produit en Chine. Xi Jinping est devenu le dirigeant de la Chine. Il ne supporte absolument pas la corruption. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Il déteste vraiment, vraiment la corruption. Au moindre soupçon de corruption de la part d'un fonctionnaire, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa famille, au moindre soupçon de népotisme du genre que nous voyons maintenant, il réagit très, très fermement contre cela. Maintenant, la chose extraordinaire est bien sûr que les Américains se projettent dans le monde comme étant les gens honnêtes, les gens pour qui la corruption est toujours quelque chose qui se passe dans d'autres pays, pas le leur. Et la chose étonnante est que beaucoup d'Américains croient généralement cela. Je veux dire, ils croient sincèrement que l'Amérique est en quelque sorte un modèle. Mais la réalité, comme nous le voyons, est complètement différente. Oui, tu as raison. Je pense que Xi Jinping est populaire en partie parce que, comme tu l'as dit, il déteste la corruption. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Je veux dire, il a une réaction émotionnelle forte à cela. C'est l'un des traits les plus marquants de sa personnalité. Il ne le tolère absolument pas. Oui, et c'est ce que Qin Gang, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a dit. Qin Gang était le problème. Qin Gang a été choisi par lui. Il l'a vraiment choisi. Il a gravi les échelons très rapidement parce que Xi Jinping était vraiment très impressionné par lui. Mais je pense que l'affaire, autant que nous puissions le dire, il n'y a pas beaucoup de corruption, mais l'affaire elle-même était... Beaucoup de gens en Chine disent qu'une fois que vous avez une liaison, cela peut très facilement mener à la corruption. Parce que pourquoi quelqu'un voudrait être avec vous s'il n'en tire aucun avantage financier et des choses comme ça? Une jeune femme pourrait vouloir vous accompagner, n'est-ce pas? Et donc l'affaire elle-même semble suffisante pour faire dérayer Qin Gang. Même si, autant que nous puissions le dire, il n'y a rien de plus que cela. Il n'y a pas d'espionnage. Au début, il disait qu'elle était peut-être un agent double ou quelque chose comme ça. Cela ne semble pas être le cas. Mais de toute façon, c'est un assez bon exemple. Soit dit en passant, si c'est ce que disent les Chinois en Chine, ils ont absolument raison. Je suis de très près la politique britannique et la politique grecque. En politique, je suis désolé de le dire, les affaires extra-conjugales et les multiples liaisons, et tout cela rendent les gens plus enclins à la corruption. Si vous voulez un exemple spectaculaire de cela, regardez notre ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a eu de multiples liaisons avec toutes sortes de femmes, a plus d'enfants qu'il n'a jamais été prêt à admettre. Et tout le monde peut voir qu'il est un homme profondément corrompu. Regardons le Moyen-Orient, d'accord. Ce cessez-le-feu entre Israël et le Liban est un peu étrange. J'ai l'impression que tout d'abord, quand on a un cessez-le-feu, c'est censé être une bonne chose, non? Mais on ne les voit pas se serrer la main et prendre des photos ensemble. Il n'a même pas été annoncé par Israël ou le Liban. Il a été annoncé par Biden.
Et je pense que Macron l'a également annoncé. Il n'y avait pas de photo. Pas de photo. J'ai l'impression que c'est très, très étrange. Et puis les deux parties ont accusé l'autre de violer l'accord peu de temps après. Quelle est votre opinion sur le cessez-le-feu? What is your take on the ceasefire? Well, neither side has won and neither side Eh bien, is happy. aucun des deux camps n'a gagné. Et aucun des deux camps n'est satisfait du cessez-le-feu. Je veux dire, les deux camps se sont battus jusqu'à l'épuisement. Et les deux ont des raisons convaincantes de vouloir un cessez-le-feu à ce moment. Mais aucun des deux n'a atteint son objectif. Le Hezbollah a déclaré qu'il continuerait à envoyer des missiles dans le nord d'Israël jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Ils ont accepté d'arrêter de le faire. Et il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou et son gouvernement ont déclaré qu'ils établiraient une zone tampon dans le sud du Liban, repousseraient le Hezbollah au-delà du fleuve Litani, détruiraient toute son organisation et déracineraient le Hezbollah. Et aucune de ces choses ne s'est produite non plus. Ainsi, aucun des deux camps n'a atteint ses objectifs. Mais chacun a des raisons de mettre fin à la guerre maintenant. Au moins de mettre fin au combat maintenant. Dans le cas d'Israël, c'est parce que l'armée est épuisée. Je veux dire Alistair Crook, nous avons fait un programme avec lui. Et bien sûr, il connaît bien la région, mais il en parle dans la presse hébraïque en Israël. Ils en sont pleins, que les soldats sont fatigués, que les pertes ont été beaucoup plus élevées que prévu, qu'ils n'ont pas réussi à gagner du terrain dans le sud du Liban, que les réservistes refusaient de se présenter, qu'il y avait un problème systématique de désertion et que l'économie est sous une pression énorme. Donc, Netanyahou a dû appeler à un arrêt. Apparemment, continuer la guerre mettait en danger la stabilité de son propre gouvernement, parce que de plus en plus de partis et de personnes laïques en Israël se demandaient pourquoi des garçons laïques combattaient dans le sud du Liban. Une guerre insistée par la partie religieuse de la communauté, environ 50% de la population, d'ailleurs. Et les partis religieux, les garçons de la partie religieuse de la communauté ne servent pas dans l'armée. Donc il y avait toutes ces tensions qui s'accumulaient du côté israélien. Du côté du Hezbollah, évidemment, ils avaient été durement touchés par les combats. Mais je vais suggérer qu'il y avait probablement une autre raison très convaincante pour laquelle ils devaient cesser le feu à ce moment-là. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont eu vent que quelque chose de très très important était sur le point de se produire en Syrie, qu'il allait y avoir cette grande offensive des combattants djihadistes, islamistes en Syrie, qui profitaient du fait que les combattants du Hezbollah avaient été retirés de Syrie et transférés au Liban. Et ils devaient arrêter les combats au Liban pour renvoyer leurs troupes en Syrie, car la Syrie est absolument essentielle pour préserver leurs lignes d'approvisionnement. Donc je pense que les deux parties ont dû arrêter pour des raisons différentes. Mais aucune n'est vraiment satisfaite du résultat. Ouais, parlons de la Syrie. C'est comme si tout d'un coup, les rebelles, on dirait qu'ils étaient calmes pendant un moment, et puis tout d'un coup, ils ont pris Alep. Mais je pense que plus tard, l'armée syrienne a repris certaines parties d'Alep. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas, mais on dirait que la Syrie est de nouveau entrée en guerre civile. La Syrie est une guerre par procuration par excellence, parce que le gouvernement syrien est soutenu par l'Iran, la Russie et bien sûr le Hezbollah. Je pense que la Chine soutient également le gouvernement syrien, les rebelles sont soutenus par Israël, les États-Unis et la Turquie, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui se passe là-bas. C'est le cas. Il y a un grand parti, ou un ensemble de partis, qui étaient très activement impliqués dans la guerre civile syrienne auparavant, mais qui ont maintenant changé de camp. Et ce sont les autres États arabes,
en particulier les États du Golfe. Ils avaient fortement soutenu l'insurrection, les islamistes, les combattants djihadistes qui combattaient le gouvernement du président Assad auparavant, mais maintenant, ils ont tous rétabli leurs relations avec lui. Ils ont clairement indiqué, au cours des derniers jours, qu'ils ne soutenaient pas ces combattants qui ont lancé cette offensive maintenant. Donc, dans la région, ce sont vraiment la Turquie et Israël qui soutiennent ce mouvement en Syrie. Et les Turcs, je pense en partie, parce qu'ils savent qu'ils sont isolés. Si vous regardez réellement leurs déclarations, ils essayent dans une certaine mesure de dissimuler leur implication. Ils disent qu'ils ne sont pas réellement directement impliqués. Ils s'efforcent de dire cette fois qu'ils ne cherchent pas à renverser le gouvernement syrien, qu'ils veulent des négociations et une solution politique. Comme ils le disent, personne ne croit qu'ils ne sont pas impliqués, d'ailleurs. Je veux dire, tout le monde sait qu'ils ne sont pas seulement impliqués, mais qu'ils dirigent en fait toute l'affaire. Mais plusieurs pays, pour le moment, acceptent cette fiction, parce qu'il y a des mouvements diplomatiques en cours entre les Russes, les Iraniens et les Turcs, pour essayer de ramener toute cette affaire sous contrôle. Les ministres des Affaires étrangères de ces pays vont se rencontrer, je crois, au Qatar demain pour essayer de trouver une voie à suivre. Et Poutine et Erdogan ont parlé au téléphone hier. Donc je pense qu'il y a cette prétention que la Turquie n'est pas impliquée. Mais tout le monde sait qu'elle dirige vraiment l'affaire. Eh bien, je ne sais pas. Peut-on vraiment faire confiance à la Turquie? Je veux dire, la Turquie change si vite de camp. Elle saute toujours d'un côté à l'autre. Je ne sais pas. C'est un pays en lequel je n'ai pas beaucoup confiance. Je pense que ce que vous avez dit est un sentiment universellement partagé. Personne ne fait confiance à la Turquie et personne ne fait confiance à son président. Il est compulsivement traître. Il dit qu'il veut de bonnes relations avec la Chine. Pourtant, il soutient les séparatistes ouïghours en Chine occidentale. Il dit qu'il respecte la stabilité des pays d'Asie centrale. Pourtant, il soutient les islamistes qui tentent de renverser les gouvernements de ces pays. Il dit aux Russes, « Je suis entièrement avec vous. Je veux établir de bonnes relations avec vous. » Pourtant, il soutient l'Ukraine dans sa tentative d'entrer dans l'OTAN. Il joue ce jeu infiniment compliqué en Syrie, car il est compulsivement traître. C'est quelqu'un dont la parole ne vaut rien. Maintenant, il a réussi à exploiter avec succès l'importance de la Turquie, parce que la Turquie est un endroit stratégiquement important. Dans le sens où peut-être moins pour la Chine, mais pour la Russie, la Turquie est très importante. Je veux dire, la Turquie empêche, par exemple, les navires de guerre de l'OTAN d'entrer dans la mer Noire. Et les Russes ne veulent pas de navires de guerre de l'OTAN dans la mer Noire, alors qu'il y a une guerre en cours en Ukraine. Donc les Russes ne veulent pas rompre avec la Turquie. Les Russes ont des liens économiques et commerciaux solides avec la Turquie. La Turquie les aide à contourner les sanctions, toutes ces choses. Mais personne ne fait confiance à Erdogan. Personne ne l'aime. C'est un fait. Mais tout le monde, les Russes au moins, doit ravaler sa fierté et prétendre que, vous savez, nous pouvons d'une manière ou d'une autre travailler avec lui afin de maintenir la situation stable et de promouvoir leurs propres intérêts. C'est de la pure realpolitik. Oui, je pense qu'une partie de cela est, bien que nous en ayons parlé de nombreuses fois dans le passé, que la Turquie a également cette ambition impériale. Elle n'est jamais morte, je pense. Je pense qu'ils essayent d'une manière ou d'une autre de profiter de différentes opportunités pour s'étendre, sinon territorialement, alors de manière influente. Oui. Oui. C'est un jeu dangereux, et Erdogan le joue avec une véritable habileté. Quoi que l'on puisse penser de lui, je veux dire, personne ne l'aime.
mais tout le monde comprend qu'il est habile à jouer ce jeu. Mais avec le temps, cela crée une impression de la Turquie, exactement comme vous l'avez dit, comme un pays peu fiable sur lequel personne ne peut vraiment baser sa politique, car le gouvernement turc ne tiendra jamais sa parole. Je ne pense pas que cela aide qu'il se comporte ainsi. En même temps, cela peut augmenter l'influence de la Turquie. Si les gens ne vous font pas confiance, vous n'avez pas d'influence, je pense. Non, absolument. Je veux dire, une meilleure façon d'obtenir ce que la Turquie veut en Syrie, c'est-à-dire une influence en Syrie, une aspiration légitime, et le retour des réfugiés syriens en Syrie, serait de chercher un véritable rapprochement complet avec les Syriens, et non de jouer à ces jeux compliqués consistant à envoyer des hommes armés à travers la frontière syrienne pour s'emparer de la deuxième plus grande ville de Syrie. C'est finalement complètement contre-productif. Mais, vous savez, Erdogan ne verra jamais les choses de cette façon parce qu'il pense toujours qu'il peut jouer à ces jeux, tirer parti de sa position, renforcer son pouvoir et tout ça. Regardons la Géorgie. On dirait que depuis la semaine dernière, nous parlons d'un endroit après l'autre. La Géorgie. Il est très clair que ce qui se passe est le coup de Maïdan, édition Géorgie, ou Tbilissi, édition Géorgie. Est-ce bien cela? C'est exactement ce que c'est. Ce n'est rien d'autre. Il y a eu une élection en Géorgie. Un camp a perdu lourdement, un autre camp a gagné largement. Donc le camp qui a perdu lourdement, soutenu par l'Occident, refuse de reconnaître le résultat des élections. Ils ont, par des moyens étranges, un président qui est de leur côté contre le gouvernement et ils essaient de renverser le gouvernement. C'est essentiellement ce qu'ils font. Je veux dire, ils accepteront la légitimité de toute élection à condition qu'ils soient ceux qui la gagnent. Toute autre élection, celle qu'ils perdent, est par définition illégitime. Et c'est ce que nous voyons en Géorgie aujourd'hui. Bien sûr, ils sont fanatiquement alignés avec l'Occident, et sans surprise, l'Occident les soutient et ne fait pas que les soutenir. L'Occident les encourage, les incite et les organise, et menace le gouvernement géorgien pour essayer d'aider ces gens à prendre le pouvoir. L'Occident a pris l'habitude de ne pas reconnaître les résultats des élections. Je veux dire, ils ne reconnaissent pas l'élection du Venezuela. Je ne pense pas qu'ils aient pleinement approuvé l'élection en Russie. Je pense qu'ils doivent traiter avec Poutine, parce que la Russie est la Russie, n'est-ce pas? Mais pour les petits pays, ils ne reconnaissent tout simplement pas le résultat de l'élection, comme dans le cas de la Géorgie et du Venezuela, n'est-ce pas? Et je pense qu'au moins dans le passé, ils faisaient semblant et ne le rendaient pas si évident. Et maintenant, il semble qu'ils ne s'en soucient plus. Si vous élisez quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils ne reconnaissent tout simplement pas votre résultat. Absolument. Absolument. Ils se sont établis comme le véritable électorat. Les gens d'un pays ne sont pas l'électorat. Ce sont les puissances occidentales. Ce sont elles qui décident qui gagne les élections, pas le peuple. C'est une nouvelle définition de la démocratie, très intéressante. L'Ukraine, je ne sais pas si vous avez vu cet article, TASS a publié un article il y a quelques jours. Le titre, je pense, dit que la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne et le Royaume-Uni prévoient de diviser l'Ukraine, cela selon les renseignements russes et étrangers. Donc, comme le dit le titre, selon la Russie, le plan de l'OTAN serait maintenant d'envoyer éventuellement des troupes de maintien de la paix, environ 100 000, et de les diviser en différentes parties de l'Ukraine au nom de la protection de l'Ukraine, mais essentiellement de diviser l'Ukraine. Maintenant, quel est votre avis là-dessus? Quelle est la possibilité? Est-ce une possibilité? Oui, c'est le cas.
first of all? Yes, it is. I think it is absolutely a possibility, and I think it's Je pense que c'est absolument une possibilité. Et je pense que c'est très discuté. Bien sûr, 100 000 hommes ne constituent pas une force de maintien de la paix. C'est une force de combat. Je veux dire, on n'envoie pas 100 000 hommes pour maintenir la paix. On envoie 100 000 hommes pour faire la guerre. Je pensais que c'était évident, en fait. Donc le plan, et je pense que c'est un plan qui a été élaboré indépendamment de Donald Trump, est d'obtenir un cessez-le-feu, d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN aussi rapidement que possible, d'envoyer cette armée de l'OTAN, de prétendre que ce n'est pas une armée de l'OTAN, de l'appeler une force de maintien de la paix, puis d'attendre un peu, de dire que les Russes ont violé le cessez-le-feu d'une manière ou d'une autre, et de reprendre la guerre. Et puis les Russes combattent les puissances occidentales, cette armée de 100 000 hommes. Bien sûr, l'adhésion à l'OTAN s'étendra à l'ensemble de l'Ukraine, parce que Zelensky l'exige. Et ensuite, à la suite de cette guerre, l'Occident chassera les Russes de toute l'Ukraine. C'est, je pense, ce que veulent les Ukrainiens. Et je pense que c'est ce que veulent certains des éléments les plus extrêmes en Occident. Et c'est de cela que parle ce plan. Je pense que Starmer le veut, je pense que peut-être Macron le veut, certainement les Ukrainiens le veulent. Le secrétariat de l'OTAN le veut, des gens comme Mark Rutte. Bien sûr, les Russes ne seront jamais d'accord. No. This Tu is a horrible plage. plan. C'est un plan terrible, absolument. Je veux dire, c'est une tentative de gagner la guerre qui a été perdue sur le champ de bataille. C'est utiliser une ruse diplomatique pour gagner la guerre. Mais c'est essentiellement ce que c'est. Would the now there's a lot of discussion about this plan. The Chinese Il y a media beaucoup de would discussions à propos de ce plan dans les médias chinois. Ce que disent les médias chinois, c'est que lorsque vous faites cela, vous introduisez différentes forces armées, militaires, dans différentes parties du pays. Vous divisez essentiellement ce pays, et si ces personnels militaires y restent assez longtemps, vous occupez en fait un pays. You basically occupy a country. Absolument. Je veux dire, c'est l'objectif ultime. Gardez à l'esprit que la guerre en Ukraine n'est pas finalement à propos de l'Ukraine. Il s'agit de contrôler l'Ukraine et en fin de compte de déstabiliser la Russie. Il est maintenant de plus en plus clairement admis par Lindsey Graham aux États-Unis et par d'importantes figures politiques en Allemagne qu'il s'agit de contrôler les ressources de l'Ukraine. C'est le lithium qui se trouve dans l'est de l'Ukraine et c'est le grain. Je veux dire, Starmer en a parlé. Il a prononcé un discours au Mansion House. Le discours du Lord Mayor, c'est un discours important que le Premier ministre prononce chaque année, dans lequel il a parlé, je pensais, très intéressant, des ressources naturelles de l'Ukraine à nouveau. Donc vous pouvez voir de quoi il s'agit. Il s'agit de continuer l'extraction de la richesse de l'Ukraine afin de maintenir les économies européennes, surtout européennes, en marche. Especially the European economies going. Yeah, and then, Oui, some Chinese et certains analystes chinois disent même que si ce plan devient une réalité, il est possible que dans 20 ou 30 ans, l'Ukraine en tant que pays cesse d'exister. Elle sera divisée en parties d'autres pays. divided into parts of other countries. Yes. Well, bear in mind that if you're talking about Romania, Oui. Eh bien, gardez à l'esprit que si vous parlez de la Roumanie et de la Pologne, les deux ont précédemment occupé des territoires importants de ce qui est maintenant l'Ukraine. Donc bien sûr, la Pologne a historiquement revendiqué le territoire connu sous le nom d'Ukraine occidentale. Peu de gens le savent, mais la Roumanie a déjà revendiqué et occupé de vastes zones le long de la côte de la mer Noire de l'Ukraine, y compris la ville d'Odessa. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Odessa a été transférée par les Allemands à la Roumanie. La Roumanie, en théorie, contrôlait Odessa. Donc, absolument, c'est exactement là où tout cela mènerait. Vous verriez la partition et la désintégration de l'Ukraine et son absorption dans des sphères
d'abord d'influence, puis probablement d'annexion pure et simple par les puissances occidentales. Et bien sûr, la population ukrainienne, entre-temps, diminue littéralement chaque mois, à mesure que plus de personnes meurent dans la guerre et que plus de personnes partent. Every month, as more people die in the war, as more people leave. Actually, the more I read about these things, because En fait, plus je lis sur ces sujets, vous savez, parce que je connaissais très peu l'Ukraine dans le passé jusqu'à ce que cette guerre commence, plus je pense qu'en réalité, pour l'Ukraine en tant que pays, la meilleure option est d'être avec la Russie. Parce que la Russie est le seul pays qui a un véritable intérêt à protéger l'Ukraine. Je ne pense pas qu'aucun autre pays ait l'intérêt de protéger l'Ukraine. Ils veulent tous une partie de l'Ukraine, n'est-ce pas? They all want part of Ukraine, isn't it? This is absolutely true. I mean, C'est Ukraine absolument prospered, vrai. the Ukrainian L'Ukraine a prospéré. Le peuple ukrainien a prospéré. La prospérité n'est pas le mauvais mot, d'ailleurs. Je veux dire, c'était l'une des régions économiquement les plus avancées de l'Union soviétique. Ils ont toujours prospéré en tant que partie de la Russie. Chaque fois qu'ils se sont opposés à la Russie, cela a toujours été un désastre pour eux. La seule période dans l'Ukraine post-indépendance où l'économie ukrainienne a connu une croissance soutenue et réussie a été une brève période avant la Révolution orange en 2004. Lorsque l'Ukraine, le gouvernement ukrainien indépendant de l'époque de Kuchma et Yanukovych, s'était aligné très étroitement avec la Russie et où il était question qu'ils rejoignent effectivement les Russes pour former une communauté économique unique. À tous les autres moments, l'Ukraine a reculé. At all other times, Ukraine has been going backwards. And the other thing is actually lots of people don't understand. Et l'autre chose est que, Before the war broke, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas que, avant le déclenchement de la guerre, probably during the la Chine avait une bonne relation avec l'Ukraine. but before that, it was always Je dirais probablement que pendant l'ère Zelensky, they were c'était pas aussi bon, buying, mais avant cela, c'était toujours très proche. Ils achetaient, ils investissaient en Ukraine. Et en fait, quand la guerre a commencé, certains investissements chinois ont perdu de l'argent à cause de la guerre. La Chine est toujours intéressée par les affaires. Je veux dire, la Chine n'est pas intéressée à simplement prendre des choses à d'autres pays et à être irrespectueuse ou hégémonique ou un tyran de quelque sorte que ce soit. L'Ukraine, à l'époque post-soviétique, avait besoin d'investissements, de faire du commerce et tout ce genre de choses. Cela se complétait en fait assez bien. Donc, beaucoup de gens croient que la Chine a simplement sauté immédiatement du côté de la Russie. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que la Chine est très préoccupée par la guerre. very troubled by the war, I think. I think China has moved heaven and earth. Je pense que la Chine a remué ciel et terre pour mettre fin à la guerre. Je pense que toutes les tentatives de prétendre le contraire sont complètement en contradiction avec les faits. Les Chinois ont constamment tenu un discours sensé. Ils ont répété à plusieurs reprises qu'il fallait regarder les réalités véritables, les causes réelles de la guerre. Ils n'ont pas fourni d'armes aux Russes. Il n'y a aucune preuve qu'ils l'aient jamais fait. Ils maintiennent le commerce avec la Russie. Ils ont essayé de maintenir le commerce avec l'Ukraine. They've tried to maintain trade with Ukraine. They've always given the Ils ont toujours donné de bons conseils aux Ukrainiens, que les Ukrainiens ont toujours rejetés. Ils ont traité les Ukrainiens avec beaucoup de respect. Je pense que la Chine n'a jamais montré aucun signe d'hostilité envers l'Ukraine. Le parti qui montre constamment de l'hostilité envers la Chine en ce qui concerne l'Ukraine est les États-Unis, qui ont utilisé la guerre et leur influence avant la guerre en Ukraine pour essayer d'éteindre l'influence chinoise là-bas. Je suis sûr que les gens en Chine s'en souviennent. Je ne me souviens pas des détails exacts, mais je me souviens qu'il y avait un investissement majeur que la Chine voulait faire. Et je pense que c'était l'usine de Zaporozhye, celle qui fabrique des moteurs à turbine à gaz et des moteurs d'hélicoptères et toutes ces choses. Et les États-Unis l'ont essentiellement bloqué. Voilà. And the United States basically blocked it. So there you go. Yeah, yeah.
Oui, et cela a certainement beaucoup irrité la Chine, vous savez. Donc oui, et c'était, je pense, sous Zelensky. En ce qui concerne Lindsey Graham, vous avez tout à fait raison. Lindsey Graham a récemment une interview avec quelqu'un de Fox et il a dit que la guerre en Ukraine concerne l'argent. Il s'agit de faire de l'argent pour les États-Unis. Et il l'a dit très clairement. Une chose à propos de Lindsey Graham est qu'il est en fait très direct. Il est très honnête. Et l'autre chose qu'il a récemment dite à propos de la CPI, c'est ce qu'il a dit que je trouve absolument fascinant. Il a dit que le statut de Rome ne s'applique pas à Israël, aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne parce qu'il n'a pas été conçu pour nous poursuivre. Il a dit cela, d'accord? Il est conçu pour poursuivre des personnes ou des pays que nous n'aimons pas. Pas nous. Absolument. Je reviens sur les points que nous avons abordés dans beaucoup de nos programmes. Et je pense que c'est quelque chose que les gens en Chine doivent comprendre. Pas tout le monde en Occident. Mais si vous voulez, les dirigeants politiques encore en ascension en Occident, ceux qui ont le plus de contrôle, n'ont jamais abandonné leurs idées impérialistes ou leurs modalités colonialistes. Donc, vous savez, l'intérêt pour l'Ukraine, c'est tout ça. Aller là où se trouvent les ressources, le grain, le lithium, le manganèse, tout le gaz naturel, toutes ces choses. C'est pourquoi Biden était là. Il y allait pour le gaz naturel. Donc, vous allez pour tout cela. Vous vous enrichissez personnellement. Et bien sûr, vous maintenez vos économies en marche, mais vous n'êtes pas vraiment là pour mener un commerce franc. Parce que le commerce franc, malgré tout le discours sur le libre-échange et tout cela, ce n'est pas ce que l'Occident a jamais fait. Ils n'ont jamais vraiment été dans le libre-échange, à aucun moment de leur histoire. En parlant des relations sino-américaines, deux choses. Premièrement, l'administration Biden a approuvé une nouvelle vente d'armes, une vente d'armes de 385 millions de dollars. Et l'autre chose est que le président de Taïwan a récemment visité Hawaï. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot visite, mais il s'est arrêté à Hawaï. Ce n'est pas une visite officielle. Il était en route pour visiter un autre petit pays. Mais ils font toujours cet arrêt aux États-Unis. Bien sûr, cela irrite la Chine. Mais à ce stade, je pense qu'ils ont fait toutes ces choses tellement de fois depuis si longtemps. Maintenant, à part la protestation de la Chine, je veux dire, ils ont fait une déclaration pour bien préciser que ce n'est pas ce que la Chine approuve. Mais à part cela, je ne pense pas que la Chine ferait plus que cela. Car je pense que, d'une certaine manière, la Chine attend aussi l'arrivée de Donald Trump. C'est quelque chose que Biden fait inutilement à la fin de son mandat. Quel est votre avis là-dessus? Non, c'est tout à fait exact. Mais bien sûr, cela fait également partie du schéma américain. Les Russes, d'ailleurs, se sont plaints de cela de nombreuses fois, que les Américains font quelque chose de scandaleux, quelque chose qu'ils savent causer une énorme offense. Et ensuite, ils continuent à le faire jusqu'à ce que cela se normalise. Et c'est très très typique du comportement américain. Et une fois que cela est devenu normalisé, ils passent ensuite à l'étape suivante, encore plus scandaleuse. Et il est très difficile de savoir à quel moment il faudrait dire stop. Mais les Russes ont dit stop en Ukraine, et la Chine, bien sûr, le fera à propos de Taïwan. Et personne ne devrait en douter. Oui, il me semble que si vous regardez tout ce qui se passe, ils ont intensifié ce qui se passe en Syrie. Et bien sûr, ils n'ont aucune intention d'arrêter la guerre en Ukraine. Au lieu de cela, ils permettent à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée pour atteindre le territoire russe. Et bien sûr, avec ce qui vient de se passer avec la Chine, je penserais qu'après l'élection, un politicien mature, un vrai politicien, utiliserait cette opportunité. Maintenant, vous n'avez pas besoin de penser à votre prochain mandat, vous n'avez pas besoin de penser à l'élection. Vous utilisez ce temps pour faire quelque chose de bien, laissez le pays, laissez le monde dans un état de paix. Ce que fait Biden est exactement le contraire.
C'est comme s'il mettait le feu partout. C'est presque comme s'il partait et voulait faire tomber le monde entier. Est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est exactement ça. Je veux dire, en fait, il y a une qualité fiévreuse à cela. Je veux dire d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment, mais la Syrie en fait partie, la Géorgie en fait partie, la Corée du Sud en fait définitivement partie. Tout est connecté. Il y a une activité fiévreuse en cours, alors que Biden, qui est, vous savez ce que nous appelons en Grande-Bretagne, un vieil homme en colère, un très vieil homme en colère sans véritable principe, est, comme vous le dites absolument à juste titre, en train de tout brûler autour de lui. Le funérail viking, le genre de choses nihilistes. Si je ne réussis pas, tout le monde doit échouer. Et il laisse un gros désordre à Donald Trump. Ce qui fait partie de l'objectif d'ailleurs. Je veux dire, il veut faire ça. Tu vois, l'un de mes livres préférés de la littérature américaine est Gatsby le Magnifique. Gatsby le Magnifique, à la fin, c'est un peu comme Tom et Daisy, non? Ils ont créé ce grand désordre, puis ils s'en vont. Et puis quand ils en parlent, ils disent « Oh, tu sais, ça n'a rien à voir avec nous. Tu sais, nous avions toutes les bonnes intentions. » Mais ils laissent un grand désordre à d'autres personnes à nettoyer. Et c'est à peu près ce que les États-Unis réservent à un moment actuel. Oui. Absolument. Et je pense que c'est un excellent livre, et il est très très prémonitoire, à la fois sur les Britanniques et les Américains. Je veux dire, il crée des désordres massifs. Et bien sûr, Tom et Daisy. Je veux dire, le livre parle plus d'eux en fait que de Gatsby. Beaucoup d'Européens, en particulier, ne comprennent pas Gatsby parce qu'ils ne comprennent pas le contexte de ce livre. Mais le point est qu'ils vivent, vous savez, qu'ils vivent, et d'une manière ou d'une autre, rien de ce qui se passe ne les touche vraiment. Et c'est vrai des Américains. Je veux dire, ils peuvent créer le chaos, la ruine, la destruction, la misère, et ils peuvent s'en aller. Ils croient toujours qu'ils sont les défenseurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, des valeurs et tout le reste. Ils se sentent toujours complètement à l'aise avec eux-mêmes. Ils croient toujours qu'ils sont une force pour le bien et le droit, et ils passent au prochain chaos, misère et désordre qu'ils créeront autour d'eux. Et les Britanniques d'ailleurs ne sont pas différents. Non, non. Donc, Annalena Baerbock a bien visité la Chine. La dernière fois que nous avons parlé, je pense que j'ai fait une erreur, elle visitait la Malaisie, mais quoi qu'il en soit, cette fois-ci, elle a bien visité la Chine. D'après le compte-rendu, j'essaie de comprendre pourquoi, vous savez, elle visite maintenant. Il semble que la Chine veuille vraiment s'engager avec l'Allemagne pour se réunir afin de résoudre certains problèmes, y compris l'amélioration des relations entre les deux pays, et y compris le commerce et des choses comme ça. Mais quelle est votre impression à ce sujet? Je pense que la Chine essaye de faire ce que les Russes ont essayé de faire et ont échoué, c'est-à-dire établir une relation stable, économiquement réussie et à long terme avec l'Allemagne. Je pense que les Russes ont vu que les Allemands ont beaucoup de technologie, beaucoup de compétences, des compétences organisationnelles et industrielles. Nos économies se complètent. Il est tout à fait logique que nous devrions établir une relation forte et stable à long terme l'un avec l'autre. Je pense que la Chine essaie de faire exactement la même chose. Dans le cas des Russes, cela a complètement échoué. Dans le cas des Chinois, ils essayent encore. Et le problème, ce sont les Allemands eux-mêmes. Et Baerbock en est l'exemple, car bien sûr Baerbock ne semble pas comprendre ou n'écoute pas ce que les Chinois essayent de lui dire. Vous savez, regardez, vous avez l'Allemagne et les intérêts allemands et le bien-être du peuple allemand à prendre en compte. Et bien sûr, elle habite un univers mental différent de celui du gouvernement de Pékin.
donc c'est difficile. Mais je pense que les Chinois estiment qu'ils doivent continuer à essayer, tout comme les Russes l'ont fait. Ils doivent continuer à essayer parce que c'est tellement important jusqu'à ce que cela échoue manifestement. Et peut-être que s'ils essayent suffisamment fort, cela n'échouera pas et cela réussira d'une manière ou d'une autre. Oui, nous verrons bien. Je pense vraiment que l'Allemagne ne devrait pas nuire à sa relation avec la Chine. Je pense vraiment que c'est une énorme erreur et vraiment stupide. Eh bien, je dois dire ceci. Je pense que beaucoup de gens en Allemagne disent « Regardez, notre relation avec la Russie a été complètement détruite et cela a été un désastre total pour nous. Ne refaisons pas la même erreur une deuxième fois. » Le problème est que le débat politique en Allemagne est loin d'être ouvert. Allez dans les médias allemands. Je veux dire, c'est tellement contrôlé et tellement hystérique, d'ailleurs qu'il est très difficile de débattre de ces choses de manière sensée et rationnelle. Donc je pense que cette discussion a lieu en Allemagne. Malheureusement, elle ne se déroule pas au grand jour, comme elle le devrait. Oui, l'autre chose qui s'est passée aussi, la Lituanie a expulsé 3 diplomates chinois. Maintenant, c'est vraiment inattendu, il n'y avait aucun signe de désaccord entre les deux pays, et puis tout d'un coup, ils ont fait ça. Maintenant, bien sûr, le contexte ici est qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive en Lituanie. Donc, l'actuel ministre des Affaires étrangères ne sera pas le ministre des Affaires étrangères dans le prochain gouvernement, je suppose. Mais dans le temps qui lui reste, il a fait cela. Il a expulsé les diplomates chinois. Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Eh bien, je pense que c'est le cas. Mais je pense que c'est aussi en partie lié à Donald Trump devenant président des États-Unis. La Lituanie veut montrer à Trump que nous sommes à 100% avec lui. Nous allons le soutenir sur tout. Et ils savent que Trump a des problèmes avec la Chine. Alors, ils vont jouer à ce jeu avec la Chine encore une fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils font cela. Je me souviens que lorsque Trump était président auparavant, la Lituanie a pris toutes sortes de mesures envers Taïwan, ce qui était une chose folle à faire. Cela a énormément irrité la Chine, et complètement inutilement. Et je pense qu'ils jouent essentiellement le même jeu encore une fois. Le niveau de compréhension politique et de sophistication dans ces pays baltes est très faible. Je pense qu'il faut le dire. Et ils prennent systématiquement les mauvaises décisions. Ils regardent toujours vers l'Amérique et ce que l'Amérique va faire et ne regardent jamais les pays plus proches d'eux, comme les Russes ou même la Chine, qui est évidemment loin, mais a une présence dans la région. Et il n'y a aucune raison, aucun désir de se quereller avec la Lituanie. Le gouvernement entrant, le Premier ministre, a en fait déclaré qu'il souhaitait améliorer les relations avec la Chine. C'est pourquoi cela a été une véritable surprise quand cela s'est produit. Mais quand je regarde de plus près, eh bien, il est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement actuel. Donc je suppose que c'est ce que c'est. Je sais. Je veux dire, vous avez raison. C'est une manière très immature de gérer les choses. C'est immature et c'est finalement très provincial. Et c'est toujours la croyance que la seule façon de garantir l'avenir de la Lituanie est de s'aligner le plus étroitement possible sur les Américains. C'est une très mauvaise chose parce que vous vous mettez à dos toutes sortes de pays dans le monde, la Chine, la Russie, d'autres pays, en vous reposant sur les Américains. Les Américains sont capricieux, ils sont loin et ils pourraient éventuellement décider de vous oublier et de se concentrer sur d'autres choses. Alors, où en êtes-vous? Mais vous savez, c'est très difficile de faire comprendre cela aux gens des États baltes parce que bien sûr, ils ne veulent pas entendre cela.
Et le ministre des Affaires étrangères, Landsbergis, est un... And the foreign minister, Landsbergis, he apparently is the grandson Ah. of, Il est apparemment le petit-fils de Vytautas Landsbergis, qui a été une figure clé du mouvement d'indépendance lituanien. Ainsi, les médias chinois disent qu'il grandit dans une famille qui déteste et exècre absolument les Russes. hates and loathes the Russians. Yeah, That's right. absolutely, it is. Absolutely true. Yeah. Oui, absolument vrai. Je crois que Vytautas Landsbergis est toujours vivant d'ailleurs, mais vous avez tout à fait raison. Ils sont effectivement la dynastie dirigeante en Lituanie, si je puis dire. Je veux dire, ils dominent. Ils ont été une présence constante dans la politique lituanienne. Ils détestent les Russes. Ils détestent le communisme. Je vais partager tout cela. Et je veux dire, ils viennent avec tous ces complexes et tous ces problèmes dont ils ne peuvent jamais s'échapper. Et cela les aveugle aux réalités de ce dont leur propre pays a besoin. What their own country needs. Yeah, exactly. I mean, Lithuania. And then we just Oui, talked about exactement. Germany. And Je veux dire la of course, Lituanie, et Ukraine. ensuite nous parlons de l'Allemagne, et bien sûr de l'Ukraine. Je veux dire, tous ces pays font des choses fondamentalement contre l'intérêt de leur propre pays, simplement pour plaire, d'une manière ou d'une autre, à l'Ouest. Être du côté de l'Ouest, même si les choses qu'ils font sont absolument contre leur propre intérêt, n'est-ce pas? Correct. Right? Correct. I mean, I'm going to say something. I don't. Je vais dire quelque chose. Je n'ai aucune animosité envers les États baltes. J'aimerais qu'ils réussissent et qu'ils soient des pays prospères et heureux. Ce ne sont pas des pays heureux. Ce sont des pays très effrayés. Ils agissent toujours comme s'ils étaient très très insécures et très hystériques à propos de tout ce qui se passe autour d'eux. Je pense que leur avenir est sombre. Et je dois le dire parce que les pays avec lesquels ils doivent être amis pour avoir un avenir sûr et prospère, ils les antagonisent. A secure and prosperous future. They are antagonizing. Yeah, and in Lithuania at one point, I think in Oui. July Et or la something, Lituanie, they were even à un moment donné, whole country je pense en juillet ou quelque chose comme ça, ils discutaient même du fait que tout le pays pourrait devoir déménager comme 2 millions de personnes ou quelque chose comme ça, parce qu'ils craignaient qu'une guerre nucléaire ne commence ou quelque chose comme ça. Ils avaient très peur. Non, ils n'ont pas besoin de le faire. Ils ne comprennent pas que les Russes n'ont rien contre eux. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est rester en dehors de ça, rester neutre. Ils ne comprennent pas ça. Ils doivent prendre position pour être du côté de l'Occident, pour antagoniser la Russie. Est-ce que c'est ça? to be on the west side to antagonize Russia. Is that what it is? Well, they don't just want to take. They don't want. Eh bien, ils ne veulent pas seulement prendre le parti de l'Occident. Ils veulent que l'Occident reste aussi antagoniste et hostile envers la Russie que possible. Ils parlent même de démanteler la Russie. Je veux dire, des choses qui font que les Russes voient finalement les États baltes comme un problème et une menace potentielle, ce qui est une position absurde pour de petits pays. Which is an absurd position for small countries to take. Well, I guess the reason. Eh bien, je suppose que la raison pour laquelle tous ces pays, l'Ukraine, la Lituanie, les pays baltes, estiment qu'ils doivent rester du côté de l'Occident est premièrement qu'ils détestent la Russie. Deuxièmement, ils croient que l'Occident est puissant. Est-ce leur hypothèse? Powerful? Is that their assumption? No, that is their operating assumption. Non, c'est leur hypothèse de fonctionnement. Ils sont convaincus que l'Occident est puissant. Au fond, bien sûr, ils ont peur que ce soit pas le cas ou que cela disparaisse. Et cela explique la panique et la peur et les discussions sur le fait de s'éloigner. Et bien sûr, beaucoup de gens des États baltes sont partis. Je veux dire, il y a eu une émigration importante de ces pays. Donc vous savez, c'est en partie ce qui motive tout cela. That's partly what drives all of this. You see, that's a different mentality than the Chinese. Vous voyez, c'est une mentalité différente de celle des Chinois. En Chine, on a l'impression que, d'accord, s'il y a un groupe puissant ou quelque chose, si je suis le petit, je vais rester à l'écart. Vous savez, je vais pas prendre parti parce que je pense qu'être d'un côté ou de l'autre me mettra en danger parce que l'autre côté me ciblera. N'est-ce pas?
donc je vais juste rester discret et en dehors de ça. Mais d'une manière ou d'une autre, en Europe, je ne sais pas. Les petits pays croient d'une certaine manière que lorsqu'ils ont peur, ils doivent toujours prendre parti. C'est très tribal. Eh bien, pas tous les petits pays. Comme je l'ai dit, j'étais en Hongrie il y a 2 semaines. Et les Hongrois ont fait exactement le point que vous venez de me faire. Que la Hongrie, en tant que petit pays, veut la paix et de bonnes relations avec tout le monde. Elle ne peut pas se permettre de prendre parti. Mais cela met l'UMNM en colère. Ils veulent que la Hongrie prenne parti, n'est-ce pas? C'est une situation impossible. La Hongrie, la Géorgie, vous le nommez. Tout le monde doit prendre parti, même si cela détruit potentiellement ces pays. Je pense que je dois te laisser. Encore une excellente discussion. Voyons ce qui se passe la semaine prochaine. D'une manière ou d'une autre, c'était une discussion absolument formidable, comme toujours. D'accord, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, Sophia. Au revoir.